Malek Bouti, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler de l'actualité. Et l'actualité immédiate, c'est l'affaire Leonarda, avec une prise de position du président de la République. 1. La loi a été respectée. 2. L'école doit être sanctuarisée. 3. Leonarda peut revenir si elle le souhaite, mais seule. Vous soutenez cette position ? Moi, je pense que ce qui me surprend dans cette affaire, c'est pas d'abord le fond de la position. Tout le monde a réagi, et disons-le assez franchement, personne n'a vraiment bien compris cet entre-deux. Moi, ce qui me surprend, c'est je ne comprends pas comment se fait-il que le président de la République intervienne dans ce genre d'affaires. Il me semble qu'il y a quand même, et c'est révélateur de la période, une sorte de dérive. Il y a une sorte de dérive institutionnelle. Parce qu'on sent, sur cette affaire finalement qui illustre beaucoup d'autres choses, qu'il y a une personnalisation du pouvoir à gauche. Il n'y a plus un débat collectif. Et je me souviens qu'au moment de la démission de Delphine Batho, elle avait exprimé la phrase suivante, elle avait dit « c'en est fini de la collégialité au gouvernement ». Il semble qu'effectivement, désormais, le président de la République décide de tout. De la politique économique, de la politique étrangère, c'est dans ses prérogatives, du sort d'une lycéenne, du sort d'une famille. Et moi, ça m'inquiète. Voilà, ça m'inquiète parce que je considère que la gauche est en grave difficulté politique et qu'il y a une personnalisation du pouvoir et que finalement, ces institutions de la Ve République, ce quinquennat, sont en train de transformer François Hollande en ce que produit ce quinquennat, c'est-à-dire un président qui décide de tout et pour tout. Et ça, je crois que c'est une erreur politique. C'est une faute qui est révélatrice d'un mauvais fonctionnement de l'exécutif et des équilibres institutionnels. Voilà, moi, je suis... qu'il a eu tort de se mettre en première ligne. Moi, je pense que le président n'est pas un roi. Et on a parlé de jugement à la Salomon, mais ce n'est pas un roi. Ce n'est pas à lui, tout seul, de trouver quel est le bon équilibre des réponses qu'il a données. Dans ce dossier, il y avait la justice qui était concernée. Il y avait la police qui était concernée. Sûrement le défenseur des droits, qui a quand même aujourd'hui des fonctions. Il y avait donc toute une série de gens qui pouvaient s'exprimer en légitimité. Et finalement, ça devient une décision du président qui laisse rentrer une enfant, mais pas sa famille, qui aurait pu décider de laisser 3 enfants, mais pas les parents, pourquoi pas la maman. Mais c'est pas le fond. Moi, sincèrement, je suis extrêmement surpris de cette dérive lente, mais sûre, individuelle de nos institutions. Et sur le fond, est-ce que néanmoins vous approuvez ? Est-ce que vous considérez que c'est une annulation de l'expulsion, comme on l'a dit ici et là ? Je vais vous dire une chose. Sûrement que dans les jours qui ont précédé l'expulsion de cette collégienne, d'autres enfants ont été expulsés avec leur famille, sans que ça soulève la moindre émotion. La moindre émotion. Personne n'en a même entendu parler. Alors, on se dit, c'est quoi le droit en France ? C'est ceux qui sont dans les journaux ? C'est ceux qui sont à la télé ? Et les autres n'ont pas le droit ? Je pense que si on a une politique sur la question de l'immigration et des frontières, c'est une politique qui doit être basée sur le droit, rien que le droit et tout le droit. Et pas des cas exceptionnels. Maintenant, en l'occurrence, dans ce dossier, on ne pouvait pas avoir une attitude, je dirais, moyenne. Soit on considérait, ce qui aurait été intelligent politiquement, qu'il y avait un trouble à l'ordre public, il y avait une émotion, et on réétudiait tout le dossier en faisant revenir la famille, quitte à reprendre la même décision après. Soit on décidait que, voilà, la décision de justice et de police avait été entérinée, et il fallait en rester là. Voilà, donc c'est évident que c'est une réponse qui mécontente tout le monde et sincèrement qui n'a aucun sens, ni un sens politique, ni un sens juridique. Vous avez dit que sur le plan légitime, justement, il y avait un problème, puisque c'était le président qui s'était occupé de cette affaire-là. Mais est-ce sur le plan légal, le fait d'annuler une décision de justice, justement, est-ce que la légalité est respectée ? On a bien vu, vous nous avez dit que la légitimité n'était pas respectée, mais la légalité, elle est respectée, c'est une décision de justice. Quand bien même on est président de la République, est-ce qu'on peut dire « Eh bien non, moi, comme vous disiez, peut-être le roi, je décide qu'il n'en est pas ainsi ». Vous savez que le président de la République en France est pourvu de pouvoirs exceptionnels, dont celui, par exemple, d'accorder des grâces. Un président de la République peut très bien, même après une décision de justice, l'abroger par une grâce présidentielle. Ce n'est pas ce qu'il a commis d'ailleurs. Parce que ce n'est pas exactement très clair. On ne sait pas exactement quelle est la nature. Justement, on n'est pas dans le cadre légal, parce que ce n'est pas très clair. Ce n'est pas très clair, parce que ce n'est pas un cadre légal. Ça fait partie de ce que j'appelle cette dérive institutionnelle. C'est une parole, je dirais, qui vient d'une personnalité en haut de l'échelon des institutions
et qui doit faire force de loi? Non, je ne crois pas. Je crois qu'il y a un problème de droit, mais qui peut être réparé simplement par le droit de grâce présidentiel. Mais je dirais la forme et le fond se rejoignent de ce point de vue-là. Il y a un problème dans la manière dont non pas le dossier a été géré, mais dont il a été tranché. Je pense que ce n'était pas la place du président de la République, mais c'est, comme je l'ai dit, c'est révélateur de tout le fonctionnement actuel. Et ça, c'est ça le gros problème. Parce que si toutes les décisions reviennent à un seul homme, si lui seul décide, à quoi sert le Parlement? À quoi servent les forces politiques? À quoi servent les institutions? Si on est dans une crise actuellement, c'est peut-être qu'il y a une personnalisation du pouvoir qui est devenue trop forte par rapport au contexte et par rapport, je dirais, à la manière dont il faut diriger un pays d'un point de vue moderne. Alors, on a parlé de cette affaire-là d'un point de vue légitime, d'un point de vue légal. Maintenant, d'un point de vue moral, dire à cette jeune fille qui a 15 ans, qui est donc mineure, vous pouvez revenir, mais seule, c'est aussi quelque part diviser une famille, même si c'est pas... Et on peut supposer, en tous les cas, dans l'esprit du président de la République, de vouloir absolument diviser une famille. N'empêche que dans les faits, c'est quand même cela. Alors, est-ce que ça pose pas aussi un problème moral, en plus du problème légitime et légal? Si on a un qualificatif, je dirais, sur la valeur de ce propos, je dirais que moi, j'ai pas du tout trouvé que c'était une proposition généreuse. Je l'ai trouvée très particulière. C'est la première fois que j'entends qu'on demande à une enfant mineure de choisir entre sa scolarité, ses parents, sa vie. Ses parents, ça n'est jamais arrivé. Je veux dire, c'est une décision incongrue, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, mais enfin, la position, par exemple, vous dites que c'est un arbitrage qui n'a aucun sens, mais la position d'Harlem Désir n'est pas plus logique. Il souhaite que tous les enfants de la famille puissent finir leurs études en France, y compris la maman, mais à ce compte-là, pourquoi ne pas faire revenir la famille tout entière? C'est pas très logique non plus. Ou alors la sœur qui est également, et l'autre sœur est également étudiante, enfin lycéenne, si j'ai bien compris ce que j'ai lu, lycéenne dans un lycée professionnel dans le Doubs. Pourquoi est-ce qu'on ne la fait pas revenir elle? Enfin, tout ça est étonnant. Enfin, vous ne faites que reprendre ce que je vous ai exposé en préalable dans mon propos, c'est-à-dire que tout ça est d'une incohérence absolue. Mais cette incohérence, ce n'est pas une incohérence de droit. C'est une incohérence de comportement politique. Si ce n'était pas le président de la République qui tranchait toutes ces affaires-là, il aurait fallu justifier, donner une cohérence, agir en fonction du droit et en fonction des institutions. Donc on voit que la personnalisation des décisions dans les institutions amène à prendre des décisions incohérentes. Vous avez été parmi les présidents de SOS, parmi les fondateurs et anciens présidents de SOS Racisme. Est-ce que vous adhérez au mouvement des lycéens tel qu'il s'est exprimé jeudi dernier et apparemment ça va continuer puisqu'ils annoncent pour le 4 novembre une reprise des manifestations? Écoutez, depuis des années, j'ai suivi de très près parfois les mouvements de jeunesse. Et je sais une chose sur les mouvements de jeunesse. Souvent les jeunes, vous savez, ne sont pas comme les adultes. Les jeunes, un sujet va réveiller quelque chose chez eux de beaucoup plus profond. Je pense que dans le mouvement lycéen qui a débuté, il y a, je dirais, un contexte, cette affaire. Mais le fond va au-delà de cette affaire. Il y a une jeunesse en France, en particulier celle qui est généreuse, celle qui a des valeurs, qui a, je pense, une énorme déception de la gauche actuelle, qui a une énorme inquiétude de la situation de la crise, qui a une énorme peur de la montée de l'extrême droite et des valeurs d'intolérance. Aujourd'hui, avoir des propos d'extrême droite est devenu d'une banalité commune. On peut les tenir en vous disant « bah oui, tout le monde pense pareil ». On va en parler. Et donc, on sent bien qu'il y a dans ce mouvement quelque chose qui va au-delà. Et d'ailleurs, le risque qu'a pris le président en s'exposant ainsi, c'est pas du tout d'éteindre le mouvement lycéen. Parce qu'il pourrait être en grande difficulté si, après les vacances scolaires, ce mouvement lycéen reprenait. Je crois qu'il y a le 4 novembre, ils ont prévu une manifestation. Voilà, qui s'élargissait. Vous savez, comme je le dis souvent, les jeunes, ils commencent leur première manif autour d'un petit sujet et au bout de 3 jours, ils veulent refaire le monde. C'est l'histoire politique. Je pense que cela démontre qu'il y a une jeune génération en France qui a envie d'exprimer quelque chose, elle va le maturer et je pense qu'il faut suivre et s'adapter là-dessus. Donc les lycéens, il ne faut pas les juger comme on juge les responsables politiques. Ce n'est pas sur le dossier qu'il faut les juger. Oui, mais cela dit, est-ce qu'il y a une manipulation des lycéens par l'extrême gauche? On a vu M. Mélenchon qui essayait de s'introduire dans leur manif. Il y a toujours des militants. J'ai fait partie des militants qui ont travaillé avec les lycéens quand j'étais plus jeune. Mais croyez-moi, vous ne mettez pas des milliers de lycéens comme ça dans la rue simplement parce que vous voulez les manipuler. Il ne faut pas rêver. Je ne crois pas à la théorie. Vous savez ce qu'on dit des lycéens, c'est un peu comme la pâte dentifrice. Une fois que c'est sorti, on n'arrive plus à les faire rentrer. Oui, mais la théorie de la manipulation, c'est la théorie des conservateurs. C'est la théorie de ceux qui ont toujours peur de la jeunesse. C'est la théorie de ceux qui sont au pouvoir et qui aimeraient qu'on discute
que dans les allées du pouvoir avec leur rapport de force à eux. Et ben voilà, la rue est en train d'émerger dans le débat politique. Et ben il va falloir que le gouvernement, il va falloir que l'ensemble des acteurs de la vie politique regardent aussi un peu ça. Mais voilà. Monsieur Payon, qui est le ministre donc, de l'Éducation nationale, quand on l'a vu à la sortie du Conseil des ministres dans la cour de l'Élysée critiquer Monsieur Valls, il a un petit peu contribué à faire monter l'ébullition chez les étudiants. Moi, je pense que le problème, là, en l'occurrence, dans ce dossier, il va au-delà de la déclaration de tel ou tel ministre. Je constate une chose. Depuis quelques mois, ça a commencé avec M. Montebourg sur l'affaire Florange. Puis, ça a suivi avec Mme Taubira, suite à son succès dans le mariage pour tous, sur la loi pénale, où elle a été quand même lâchée par la gauche. C'est Delphine Batho qui est virée parce qu'elle veut défendre l'écologie. Maintenant, c'est Manuel Valls qui, sur le dossier de la sécurité, est contesté. Ça fait quoi, ces 4 ministres ? C'est-à-dire les ministres qui sont fidèles à un certain volontarisme. Les ministres qui lèvent la tête, les ministres qui se battent, sont les ministres qui sont tapés par leur propre camp. Et y compris qui sont mis en difficulté dans leur propre gouvernement. Donc, il faut relier l'affaire Valls à un comportement général. On a l'impression qu'aucune tête doit dépasser, qu'il y a une sorte d'ordre qui doit régner dans le gouvernement. Et que cet ordre, je m'excuse de le dire, c'est l'ordre de la médiocrité et du silence. Eh bien, ça suffit, il faut le dire. Monsieur Valls, on en a besoin, c'est un bon ministre. La France et en a besoin. Et on cherche à le déstabiliser aujourd'hui parce qu'on a l'impression qu'on refait avec lui ce qui avait été fait avec Jean-Pierre Chevènement. Non, il ne faut pas comparer. Faut pas comparer. On fait aujourd'hui à M. Valls, j'ai comparé comme avec M. Montebourg, comme avec Mme Taubira, comme avec Mme Batho. Les ministres populaires ont un problème dans ce gouvernement. Les ministres qui se battent sur leur terrain, qui veulent réussir, ont un problème. Alors, dans une situation où on est dans un échec extrêmement important, on a l'impression qu'il n'y a plus de collectif. Et que finalement, je vais vous dire pourquoi M. Valls, il est traité comme ça. Il n'est pas traité comme ça pour tel ou tel propos, pour ses idées. Ses idées, il les a toujours eues. Il n'y a rien de nouveau chez M. Valls. Il est traité comme ça parce qu'il est devenu populaire dans les sondages. Et à chaque fois que quelqu'un est populaire dans les sondages, dans l'équipe gouvernementale, on lui baisse un peu la tête et on essaie de le faire rentrer dans le rang. Et bien ça, je trouve que c'est anormal. Et je trouve que c'est une manière, quelque part, de nous envoyer vers une catastrophe politique parce que on y reviendra peut-être, mais on a dans quelques mois des élections municipales et je sens chez les élus une grande colère monter. Une grande colère parce qu'on est en train d'envoyer une génération d'élus socialistes, de maires, qui ont fait du bon boulot à la boucherie électorale. Alors justement, vous parliez du Front National. Alors il y a plusieurs sondages qui donnent le Front National en première position et pas seulement aux européennes. Je pense à un sondage CSA pour Atlantico qui a été publié hier soir. On demande aux gens le parti le plus capable de réformer la France. Quel est-il ? 44% répondent le Front National, qui arrive donc en première position. L'UMP 38%, le PS 22%. Et on a exactement la même chose pour le même ordre quand il s'agit des personnalités. Quelle est la personnalité la plus capable de réformer la France ? Marine Le Pen à 50%, Sarkozy 44%, Fillon 34%. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout ça, c'est crédible pour vous ? Ou voilà ce qui attend les Français ? Tout le monde le sait, tout observateur sait qu'il n'y a rien de crédible dedans. Le Front National n'a aucun programme politique. Non, alors, comment se fait-il ? Il n'a aucun programme politique, mais les réponses des l'entends. Français qui répondent là, c'est crédible, ça. Je l'entends, je vais vous dire une chose. Si un parti qui n'a aucun programme est perçu dans l'opinion publique comme étant le plus capable de réformer, c'est qu'on a tous les symptômes d'une crise politique majeure qui est en gestation en France. Parce que les choses soient claires, la montée du Front National, ce n'est pas que dans les sondages. Je la sens au quotidien. Je suis député en banlieue. Il y a pas plus tard que vendredi, j'ai reçu un courrier d'habitants dans une ville qui s'appelle Grigny, qui me disait « Monsieur le député, au secours, il y a dans notre immeuble, en bas de l'immeuble, un trafic de drogue qui s'est installé quotidiennement. Les gens détruisent tout, menacent les habitants. » Je m'y suis rendu tout de suite, le soir même. Voilà, le soir même. Et j'ai vu une population qui était sous la terreur de ces trafiquants. Eh bien là, vous voyez, ces gens-là, ils ont écrit en fait depuis des semaines au préfet, au commissariat, ils ont interpellé. Il ne se passe rien. C'est une situation qui est incroyable. C'est incroyable d'abandonner les gens comme ça. Ça se passe sur le terrain de la sécurité, ça se passe sur le terrain de l'économie, ça se passe sur le terrain du social. Il y a un sentiment d'abandon qui nourrit une sorte, excusez-moi de le dire, mais c'est la haine qui fait monter le Front National. La haine de sa situation, la haine de retrouver un bouc émissaire, de dire finalement, tout ça c'est de la faute aux autres si j'en suis là. Donc elle est extrêmement dangereuse. Et ces sondages ne font que, je dirais, illustrer ce que moi je ressens sur le terrain. Nous sommes dans une zone extrêmement grave pour la démocratie dans notre pays.
Et je pèse mes termes. Et donc, il faut se ressaisir. C'est pourquoi, tout à l'heure, j'ai parlé de la dérive des comportements institutionnels. Voilà, il y a un moment ou un autre, il faut savoir dire stop. Il y a le feu à la démocratie, elle n'est pas totalement en danger, mais quand même, je constate qu'on voit ressurgir partout en Europe des formations d'extrême droite puissantes, voire des partis néo-nazis ou qui s'inspirent directement du nazisme dans d'autres pays. Ici, on a une vitrine d'extrême droite qui est beaucoup plus propre, mais le magasin, c'est le même. Hein. Et là, ce qu'il y a en marchandises, c'est la même chose. Elle est plus propre, mais quand vous entendez sur France 2 une candidate FN au municipal comparer Madame Taubira à un singe, tout le monde l'a vu dans le reportage sur France 2. Bon, on nous dit qu'elle est suspendue et qu'elle va être exclue. Néanmoins, vous vous dites quoi quand vous voyez ces images, que l'opération de dédiabolisation, c'est du flan ? Non, je pense pas comme ça. Je pense que ce serait un peu trop rapide de le penser. Je pense que c'est une nouvelle stratégie extrêmement profonde de l'extrême droite française qui n'a pas commencé avec Marine Le Pen, contrairement à ce qu'on pense. C'est d'abord le choix de manipuler la démocratie en essayant de participer aux élections, alors même que dans la profondeur du programme du Front National, ils sont contre le système démocratique. Pour eux, la démocratie, c'est juste se présenter aux élections, mais aucune autre valeur qui l'entoure. Et je pense que Marine Le Pen va aller au bout. Et elle ne laissera pas des candidats continuer à faire leur dérive. On le voit d'ailleurs, à chaque fois, elle les sanctionne. Pourquoi ? Parce que l'extrême droite ne veut rien monter de sa vraie nature tant qu'elle n'aura pas réussi à accéder au pouvoir. Or, elle sent qu'elle y est proche. Donc, elle va continuer jusqu'au bout. Mais évidemment, personne n'a jamais eu un doute sur le fond. D'ailleurs, je l'évoquais tout à l'heure. Comment pensez-vous que les gens disent qu'ils ont envie de voter Le Pen ? Sur son programme économique ? Sur son programme social ? Sur sa vision des problèmes écologiques ? Allons, soyons sérieux. C'est autour de la logique des boucs émissaires, le rejet des autres, toutes les valeurs y sont, le rejet de l'immigration, l'antisémitisme, tout ça continue à nourrir ce courant politique profond. Voilà, donc il n'y a rien de surprenant à ce que, je dirais, une des personnes candidates le disent, mais je pense que Marine Le Pen va continuer à serrer les boulons et à empêcher ce genre d'expression. C'est indispensable pour elle d'avoir l'air propre pour essayer d'aller jusqu'au bout de son aventure politique. Et tout ce que vous nous dites là, vous êtes le seul à le penser chez les députés socialistes ou vous êtes plusieurs et vous avez l'occasion de le dire au président, vous le voyez des fois ? Non, je n'ai pas eu l'occasion là de dire au président les propos que je vous ai tenus, mais si je le rencontrais, bien sûr, je lui dirais que je trouve anormal qu'il décide tout seul de tout. Voilà, je lui dirais. Comme je lui dirais qu'il y a une situation extrêmement difficile. Mais est-ce que les autres parlementaires pensent comme moi ? Je pense qu'aujourd'hui, à la veille d'un processus électoral qui est très important, les élections municipales, c'est la vie quotidienne de milliers de Français. Je sais ce que j'entends. Il y a beaucoup de maires socialistes, vous savez ce qu'ils pensent ? Ils pensent qu'eux, ils ont fait un formidable travail. Et je vous dis la vérité, c'est vrai. Les villes tenues par les socialistes sont très bien gérées. C'est même tellement devenu un modèle que même les gens de droite reprennent nos programmes dans leur ville aujourd'hui. Et eux, on va les envoyer à la défaite électorale parce que l'exécutif fait ce qu'il veut, parce qu'ils sont dans l'incohérence, parce qu'ils sont dans l'amateurisme. Je peux vous dire, en ce moment, il y a une colère qui gronde chez les élus. Ils se demandent pourquoi eux devraient payer électoralement les fautes de gens qu'ils ont aidés à accéder au pouvoir. Enfin, on sait bien que le vote local n'est pas tout à fait le vote national. On ne réagit pas au niveau local comme on réagit face au pouvoir en place à l'Élysée, Matignon. Il y a vraiment, comme vous dites tout à l'heure, il y a le feu à la démocratie, mais il y a aussi le feu au municipal, si j'ose dire. Oui, il y a le feu au municipal, parce que bien entendu que les municipales vont être pondérées par la personnalité, le bilan du maire. Mais quand même, quand on a, par exemple, pour nous, on regarde l'ensemble des élections partielles depuis que nous avons été élus, nous avons tous perdu. Tous perdus. Et dans toutes ces défaites, il y a un point commun. Nos électeurs ne viennent plus aux urnes. Alors vous croyez quoi ? Qu'au municipal, il y a une partie de cet électorat qui va dire « Ah ben non, là, c'est important ». Malheureusement, les municipales ont aussi une dimension qui renvoie au comportement citoyen général. Et donc, pour ces élus qui, eux, n'ont rien à se reprocher, qui, eux, ont un bon bilan, ils vont payer de la faute de la politique nationale. Alors, les élus ils considèrent la chose suivante. On nous parle souvent de solidarité. Le gouvernement, le Premier ministre, invoque toujours la solidarité. Mais je vais vous dire, la solidarité à gauche, elle est unilatérale. On doit servir ceux qui sont en haut, et ceux qui sont en haut ne s'occupent pas de ceux qui sont en bas. Ça, c'est un problème. Alors, un mot sur les municipales à Paris. Les communistes ont finalement opté pour une alliance avec les socialistes. Le PS partira uni avec le Parti communiste dès le premier tour. Ça vous rassure ? Je pense que dans la situation, en tout cas pour Anne Hidalgo, la bataille de Paris est une bataille très difficile. Elle n'est pas la maire sortante. Elle a fait partie de l'équipe, elle était le première maire adjoint. Il y a plutôt un bon bilan. Même Madame Kosciusko-Morizet a tiré son chapeau au bilan de Bertrand Delanoë. Donc c'était vraiment un bon maire. Maintenant, c'est une nouvelle bataille qui est difficile. Elle a besoin de
tous les alliés. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour elle, effectivement. Et à Marseille aussi, donc aujourd'hui, on va désigner la personnalité qui sera opposée à Jean-Claude Gaudin au moment des municipales. Alors, à votre avis, lequel d'entre Samia Ghali ou bien Patrick Mennucci a le plus de chances de battre le maire actuel de Marseille? Moi, je pense que les deux candidats ont une chance de battre le maire de Marseille. Je ne crois pas, moi, que on doit faire ce choix dans la primaire à Marseille en se disant qui a le plus de chances. Ça ne veut rien dire. Tous les deux ont leurs qualités. Samia Ghali, sénatrice, très bien implantée, dynamique, vivante, qui est quand même, d'un certain point de vue, un visage de Marseille. Je connais aussi très bien Patrick Mennucci. Vous savez, les deux sont mes amis. Patrick Mennucci, on dirait qu'il est l'incarnation de Marseille. Quand il parle, quand il s'exprime, c'est un battant. C'est quelqu'un qui, sincèrement, s'est beaucoup arraché pour arriver. Donc, quel que soit le résultat de la primaire, on aura un bon candidat. Voilà, j'en suis certain. Alors, vous avez participé en 1983 à la marche de l'égalité. 30 ans après, qu'est-ce que vous dites? Que l'égalité est réalisée? L'égalité, vous savez, c'est un combat qui a commencé bien avant la marche de 83, bien avant notre propre histoire. C'est un très long combat humain. Elle progresse. Chaque génération apporte sa pierre, mais c'est évident qu'aujourd'hui, même si on a des difficultés dans la société française, les cités ghettos, la violence, des problèmes de discrimination, beaucoup de choses ont évolué. Et finalement, moi, contrairement à d'autres, vous savez, j'entends beaucoup de gens dire « rien ne sert à rien » et nourrir le pessimisme ambiant. Je pense qu'on a un pays qui est capable d'évolution formidable. Quand je vois aujourd'hui un jeune qui a 18 ans, l'âge que j'avais au moment de la marche des beurs, je me dis qu'il a quand même 100 fois plus de chances que moi. Moi, à l'époque, comme je leur dis, quand je discute avec eux, je dis, vous savez, moi, à mon époque, quand on croisait quelqu'un qui nous ressemblait, il avait soit un casque sur la tête, il était dans un chantier, soit il était habillé en vert et il balayait les rues. Il n'y avait pas ni d'ingénieurs, ni d'intellectuels, ni de gens dans le cinéma, ni de gens dans la politique. On était vraiment dans une société extrêmement fermée, coincée. Donc, je pense que la société a fait preuve tout au long de ces années d'une évolution très positive et très généreuse. Ça montre quand même qu'on a un formidable pays qui est capable d'avancer vite quand il le veut. Et au cours de ces 30 ans, est-ce que le racisme et l'antisémitisme ont augmenté? Vous avez été un des premiers, il faut vous rendre cette justice, à tirer la sonnette d'alarme sur la remontée de l'antisémitisme en France, bien avant l'affaire Ilan Halimi, etc. Est-ce que vous avez le sentiment que ça a augmenté, ça s'est détérioré, ça s'est développé? Alors, c'est un sujet qui revient extrêmement souvent. Il y a des sondages, on en parle souvent, et on essaie de réduire le débat, à savoir est-ce que la France est plus raciste, moins raciste. Ce que je pense, c'est que les choses évoluent, et on voit des phénomènes apparaître, d'autres régresser, dans une société française qui est traversée de contradictions. D'un certain point de vue, au quotidien, au jour le jour, dans les rapports qu'on peut avoir dans la société, je pense quand même que le racisme a régressé, structurellement. On ne peut pas comparer ce qu'était la société française des années 60 ou 70 à la manière dont on vit aujourd'hui. Je veux dire, c'est pas vrai. Il faut quand même dire les mots. À l'époque, il y avait une ségrégation qui était quasi physique, même impensable. On n'avait pas le droit d'aller où on voulait, on ne pouvait pas vivre comme on voulait, on était enfermé dans une logique. Point, c'est tout, avec l'idée qu'un jour, d'ailleurs, on devrait repartir dans notre pays, point la ligne. Quand vous voyez aujourd'hui la France, sa diversité, les couples mixtes qui se constituent, quand vous voyez la jeunesse, quand même, beaucoup de choses ont changé. Mais il y a d'autres formes de racisme qui sont apparues, des discriminations, des nouvelles populations qui en sont cibles. Les Roms, ils sont... On estime qu'il y a moins de 30 000 Roms en France. Regardez la place qu'ils prennent dans l'imaginaire. Aujourd'hui, on a l'impression qu'ils sont responsables de tout. Et puis, des tendances historiques lourdes, récurrentes, l'antisémitisme avec la crise politique. Vous savez, pour moi, l'antisémitisme, c'est un racisme qui a une particularité. C'est vraiment un racisme des périodes politiques difficiles. Et on voit une résurgence d'un discours antisémite, d'ailleurs, qui a lui aussi changé d'habit. On ne dit plus « j'aime pas les juifs », on dit « moi je suis antisioniste », on ne dit plus « oui, moi, voilà, ça sur les juifs », on dit « ouais, c'est Israël, comprends », mais on utilise des paraboles, on manipule le langage. Donc il y a d'un certain point de vue structurellement une évolution positive, mais il y a des dangers nouveaux, c'est un combat permanent, et il faut que dans les jeunes générations on prenne conscience d'une chose. Il ne faut pas abandonner le combat qui a été mené par les grands-parents, par les parents. Il ne faut pas se dire « pour notre génération, c'est réglé ». Pour tout le monde, il faut être en alerte, il faut être en éveil et il faut se battre. Et j'invite les jeunes à pas se laisser mouler dans une sorte d'indifférence des uns envers les autres, parce que sinon, on risque d'avoir des surprises extrêmement désagréables. Nous terminons sur la question MyBooks. Littéraire sur le web, et en partenariat avec MyBooks, nous vous posons la question: quel est votre livre de chevet? Quel livre lisez-vous en ce moment? Alors, je viens de finir une trilogie
d'un auteur américain, John 12 Hawkes, qui est un pseudo. Et c'est une trilogie qui évoque la société de surveillance autour d'Internet et qui est extrêmement bien faite. C'est romancé, évidemment, mais on y voit apparaître tous les nouveaux grands débats politiques autour des libertés, et en particulier la manière, et l'actualité l'a démontré, dont, avec Internet, on est en train de mettre le monde en coupe réglée de la surveillance des systèmes de services secrets et les dangers que ça fait sur la démocratie. Donc c'est un ouvrage c'est une trilogie qui est haletante du point de vue de son scénario et qui est extrêmement intéressante pour ceux qui s'intéressent au monde de demain. Malek Bouti, député PS de l'Essonne, merci d'avoir été l'invité du grand entretien.